regardez le 24 News, il est 19 h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une ce soir, 441e jour de génocide sioniste à Gaza. La barre des 45 206 martyrs franchie ce vendredi, alors que les exactions sionistes se poursuivent en Cisjordanie occupée. Des colons mettent le feu à la mosquée de Madra, un acte fortement condamné par la diplomatie palestinienne. La mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle militaire fait déjà craindre des dérives dans le monde. Alger met en garde et appelle à la mise en place d'un cadre contraignant. Crispation aux États-Unis après le refus par le Congrès du texte budgétaire porté par les Républicains. Le pays risque-t-il le shutdown? On le verra dans cette édition. Et enfin, nous irons à Mayotte après le passage du cyclone Chido. La population ne décolère pas en raison des déclarations choc d'Emmanuel Macron. Bonsoir à tous. Cela fait aujourd'hui 441 jours que le génocide sioniste sur Gaza se poursuit sans relâche et le nombre de martyrs ne fait qu'augmenter. Le bilan s'est alourdi ce vendredi à 45 206 martyrs et 107 512 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, 3 nouveaux massacres sionistes ont été commis ces dernières 24 heures, faisant 77 morts et 174 blessés. Les écoles de plus en plus ciblées ces derniers temps. Au moins 16 Palestiniens, dont des enfants en bas âge, sont tombés en martyrs hier soir lors de frappes aériennes de l'entité sioniste sur les écoles Al-Karama et Shaban al-Rayes, qui abritent des personnes déplacées à l'est de la ville de Gaza. Et l'hôpital El-Ahli au centre de Gaza a été débordé hier soir après les raids d'agression sionistes ayant ciblé plusieurs régions de l'enclave. Parmi les corps transférés à l'hôpital, plusieurs étaient de très jeunes enfants, en plus des dizaines de blessés arrivés dans l'établissement dans un état très grave. Dévastées, les familles des victimes se sont réunies ce vendredi matin pour leur rendre un dernier hommage. Ils dormaient paisiblement hier à 10 h, puis un missile a détruit la maison et tout le quartier. Depuis ce soir, nous récupérons des morts sous les décombres. Human Rights Watch et Médecins sans frontières ont ajouté jeudi leur voix aux accusations imputant un génocide ou des actes de nature génocidaire à l'entité sioniste pour son agression contre Gaza. Dans un communiqué, les ONG ont déclaré que les autorités sionistes ont délibérément créé des conditions de vie visant à causer la destruction d'une partie de la population de Gaza en privant intentionnellement les civils palestiniens de l'enclave d'un accès adéquat à l'eau, ce qui correspond parfaitement à la définition du génocide. L'objectif principal de ce rapport est de mettre en exergue ce que nous avons observé sur le terrain tout au long de ce conflit. Et ce que nous disons, c'est que dans le nord de Gaza, avec l'offensive militaire menée par les forces israéliennes, nous voyons des signes évidents de nettoyage ethnique alors que les Palestiniens sont déplacés de force, pris au piège et bombardés. C'est un mot très grave pour une situation très grave et nous ne l'utilisons pas à la légère. Mais ce que nous disons avec la publication de ce rapport aujourd'hui, c'est qu'au cours de cette guerre, ce que nos équipes médicales ont vu sur le terrain est cohérent avec ce qu'un nombre croissant d'experts juridiques et d'organisations disent, c'est-à-dire que ce qui se passe à Gaza correspond à un génocide.
Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, Philippe Lazzarini, s'est félicité de l'adoption jeudi à une large majorité par l'Assemblée générale de l'ONU d'une résolution sur les obligations de l'entité sioniste concernant l'aide humanitaire à Gaza, soulignant que la majorité des États membres de l'ONU sont solidaires de la Palestine. Et de son côté, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a déclaré ce vendredi que plus de 96% des femmes et des enfants de Gaza ne sont pas en mesure de satisfaire leurs besoins nutritionnels de base, conséquence des bombardements et du blocus total illégal sioniste. Selon l'UNICEF, la plupart des Palestiniens survivent grâce à des rationnements de farine, de lentilles, de pâtes et de conserves, un régime qui compromet lentement leur santé. En France, plusieurs dizaines de membres du collectif Artistes pour la Palestine se sont rassemblés ce vendredi devant le ministère des Affaires étrangères à Paris après la publication d'un rapport d'Amnesty International concluant que les crimes commis par l'entité sioniste sur les Palestiniens constituent un génocide. Mais je pense que ça va plus loin. Je suis là pour défendre le droit humain et qu'on dise enfin les vraies choses sur ce qui se passe là-bas, justement. Le silence qu'il y a autour de ce génocide est affreux. Et donc il est temps d'élever nos voix pour briser ce silence et pour dire les choses. Ce qui me révolte le plus, c'est de voir un pays pratiquer une forme de génocide sur un autre, de voir des femmes et des enfants civils mourir sous les bombes, alors que théoriquement il y a des... Même dans quelque chose qui est aussi sale que la guerre, il y a des règles. La Convention de Genève, ça existe. On a essayé de faire en sorte qu'il y ait un minimum de respect pour la personne humaine, même dans des situations aussi extrêmes que celle-là. Et on voit bien que là, aujourd'hui, ces règles ne sont absolument pas respectées. Et donc je pense que c'est à nous aussi de porter la voix dans un cadrage médiatique qui est parfois compliqué. Et là, ce qu'on fait, c'est quelque chose de très factuel. Il y a un rapport d'Amnesty International qui est sorti, qui fait 300 pages, dans lequel il est écrit qu'il s'agit d'un génocide. Et si on commence à normaliser ça, qu'est-ce qu'on va normaliser? C'est une question qu'on se pose en tant que représentants et représentantes de la culture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va normaliser après ça? La Ligue des États arabes a salué le vote à l'Assemblée générale des Nations unies en faveur d'une résolution demandant à la Cour internationale de justice un avis consultatif concernant les obligations de l'entité sioniste de faciliter l'acheminement de l'aide au peuple palestinien fournie par des pays et des groupes internationaux. Le secrétaire général de la Ligue, Ahmed Aboulghait, a par ailleurs appelé la CIJ à rendre un avis juridique concernant les accusations de l'entité sioniste contre l'UNRWA et des décisions des autorités d'occupation interdisant son travail dans les territoires occupés. Et les agressions sionistes ne se limitent pas qu'à Gaza. En Cisjordanie occupée, au moins 6 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés au cours d'opérations militaires sionistes dans 2 camps de réfugiés. Selon le ministère palestinien de la Santé, une frappe sioniste sur un véhicule a fait 4 martyrs et 3 blessés graves dans le camp de Tulkaram. L'autorité palestinienne a également annoncé le martyre de 2 Palestiniens au cours d'une incursion sioniste dans le camp de Balata à Naplouse. On en parlait en titre, des colons sionistes ont incendié une mosquée dans la ville de Marda, au nord de la Cisjordanie occupée. Selon l'agence de presse palestinienne, un groupe de colons a pris d'assaut le quartier est de la ville et a incendié la mosquée Bir el-Walidain, laissant des tags avec des inscriptions racistes sur les murs de cet endroit saint. Aujourd'hui, vendredi, Marda s'est réveillé sous les coups d'un groupe de colons qui ont incendié la mosquée Bir el-Walidin. Un certain nombre de colons ont mis le feu à la mosquée et ont tenté de commettre une attaque à plus grande échelle. Vous pouvez voir les conséquences de cette attaque, ainsi que les insultes racistes telles que « mort aux Arabes » et qu'ils brûleront cette mosquée pour construire une synagogue. Ces attaques sont continues et systématiques de la part des groupes de colons. Dans un communiqué, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné l'incendie de la mosquée située au nord de Salfit,
indiquant que cette attaque est un acte de racisme par excellence et constitue le prolongement d'une longue série de violations et de crimes commis par les milices colonialistes armées officiellement soutenues par les forces d'occupation. Et pour la partie chrétienne en Palestine occupée, l'ambiance n'est pas à la fête. C'est la deuxième année consécutive que les Palestiniens de Beit Laham n'ont pas le cœur aux festivités de Noël à cause du génocide en cours qui continue d'arracher la vie à leurs frères et sœurs à Gaza. Depuis octobre 2023, Bethléem est confronté à une situation très difficile et critique en raison de l'arrêt de toutes les activités du secteur touristique et d'une situation économique très difficile. De plus, les procédures israéliennes autour de Bethléem nous posent beaucoup de problèmes, en particulier en ce qui concerne les transports. Cette année, Bethléem a choisi de limiter Noël à des prières, des rituels religieux et des prières à Dieu Tout-Puissant afin de dissiper ce brouillard et ce nuage dans le cœur et la vie des citoyens palestiniens. Nous avons presque fermé, nous n'ouvrons pas. Nous n'ouvrons qu'un jour ou deux pour nettoyer. Si quelqu'un vient, nous ouvrons pour lui, c'est tout. Nous sommes presque fermés. Comme vous pouvez le voir, la plupart des magasins sont fermés, donc pas de travail, pas d'affaires. Le magasin ne fonctionne jamais, il n'y a pas de tourisme, c'est toujours fermé, fermé, fermé. Il n'y a plus de touristes, pas de vacances, rien. Le pays est mort. Il n'y a pas de travail à cause de la guerre. Les groupes Houthis du Yémen ont diffusé jeudi soir des images montrant ce que le porte-parole du groupe Yahya Sari a déclaré être des missiles balistiques hypersoniques visant deux cibles militaires sionistes dans la zone occupée de Jaffa. Les forces armées yéménites, comme elles l'ont déclaré, réaffirment leur volonté de mener une guerre prolongée contre cet ennemi dans le cadre du djihad pour l'amour d'Allah et en soutien aux moudjahidines de Gaza et pour défendre notre cher Yémen. Elles ne cesseront pas tant que l'agression contre Gaza ne cessera pas et que le siège ne sera pas levé. Situation en Syrie, le ministre jordanien de l'Intérieur, Mazen Al-Faraï, a annoncé dans une déclaration faite à la télévision jordanienne le retour de 7250 Syriens dans leur pays, expliquant que la plupart d'entre eux ne sont pas des réfugiés. Pour rappel, la Jordanie accueille environ 1,3 million de Syriens, dont environ la moitié ont le statut de réfugiés, tandis que le reste est arrivé avant les événements de 2011. La situation est très mauvaise, il n'y avait pas de commerce et les marchandises nous parvenaient de l'étranger. Dieu merci, les choses vont s'améliorer, nous espérons que les sanctions seront levées et que les choses redeviendront normales. Bien sûr, il y aura le travail avec la suppression des taxes et les commerçants importeront davantage. Ils ont d'ailleurs imposé beaucoup de taxes aux commerçants, mais maintenant tout cela sera levé et le travail augmentera pour la Jordanie et pour la Syrie. Toujours en Proche-Orient, l'armée sioniste a commis 259 violations du cessez-le-feu au Liban, entré en vigueur le 27 novembre dernier, faisant au moins 30 martyrs. Selon l'agence de presse libanaise, d'importantes opérations de bombardement de maisons ont été menées par l'armée d'occupation à Kafr Kila, tandis que des bulldozers ont mené une opération de démolition et de rasage de maisons dans les quartiers intérieurs de la ville de Nakoura. Restez avec nous, on passe à l'actualité en Afrique tout de suite. La 32e édition de la Foire de la production algérienne se poursuit ce vendredi après avoir été inaugurée hier par le président de la République Abdelmajid Tebboune, avec la participation de 600 exposants représentant différents secteurs. Cette manifestation économique d'envergure est organisée cette année sous le thème « Notre production, pilier de notre souveraineté ». On écoute d'ailleurs ces quelques déclarations faites au micro de Khaldin Batache.
La première procédure et démarche a été arrêtée, c'est la politique de GRH, gestion des ressources humaines, qui est basée sur 4 points importants. La GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Deuxième volet, c'est le plan de formation. Deuxième volet, c'est le plan de préparation de la relève. Et le quatrième volet relatif à la communication et la participation active avec le partenaire social pour qu'il adhère à notre démarche en matière de sensibilisation et mobilisation des compétences. Deuxième point qui est très important, on a parlé tout à l'heure, c'est la bonne gouvernance des filiales. Donc il faut mettre les mécanismes, il faut moderniser les outils de production et des équipements pour qu'on soit à la page à travers bien évidemment le recrutement des compétences dans le secteur pour accompagner les jeunes cadres. Et le troisième axe qu'on est en train de s'appuyer, c'est comment maintenant transformer les produits miniers à forte valeur ajoutée pour augmenter notre contribution au PIB. Voilà, d'une manière générale, c'est ça les objectifs stratégiques du secteur des mines à l'horizon 2025 jusqu'à 2030. C'est un honneur pour l'Algérie tout entière de pouvoir avoir un produit qui peut aller à l'étranger, qui peut concurrencer d'autres marques mondiales. Et c'est un honneur aussi pour nous les Algériens et nous en tant que Sahl Sebon Al Morjan. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes pour l'exportation. Cette demande de l'exportation a été engendrée par la qualité des produits Al Morjan. On fait en sorte que la production augmente pour d'abord combler le marché national, ensuite aller vers l'exportation qui est aujourd'hui une très très forte demande pour nous. Iris fait la fierté et de l'excellence de l'industrie algérienne. Aujourd'hui, on est fiers qu'on se positionne au premier rang de l'innovation technologique, qu'on est en train de produire beaucoup de produits algériens qui sont consommés de manière préférentielle sur le marché algérien, mais à la fois qui sont consommés à l'étranger. Iris aujourd'hui se positionne comme une marque qui connaît un sens international, qui connaît un sens qui va, on va dire, sillonner les 4 coins du monde. C'est ça notre objectif. Fiat au salon de la production algérienne. Nous sommes fiers d'être ici pour partager avec vous la production nationale de Fiat dans notre usine à Tafraoui, avec la Fiat 500, la Fiat Doblo Tollé et en avant-première la Fiat Doblo vitrée, Inch'Allah, avec une production qui va démarrer dès le mois de janvier 2025. Nous sommes honorés également par la présence à nos côtés de nos sous-traitants, fournisseurs, que nous avons sélectionnés en 2024, qui nous ont permis d'atteindre un taux d'intégration locale de plus de 10%. On en parlait tout à l'heure en titre. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Amar Benjama, a appelé jeudi à New York à la mise en place d'un cadre contraignant pour prévenir le mauvais usage de l'intelligence artificielle militaire qui serait en violation du droit international et du droit humanitaire, mettant en avant la stratégie africaine visant à mettre l'IA au service de la paix et de la sécurité. Turquie et de l'Égypte. À ce continent, je vous remercie. Aujourd'hui, pas demain, pas l'année prochaine, de mettre au point un cadre juridiquement contraignant qui empêche toute utilisation abusive de l'intelligence artificielle à des fins militaires, utilisation qui serait une violation du droit international et du droit international humanitaire. Voyez ce que nous avons déjà réussi à faire. Avec l'adoption, cette année, de la Convention internationale globale sur la lutte contre l'utilisation des TIC à des fins criminelles, un processus d'ailleurs piloté par mon pays, l'Algérie, prouve bien qu'une action multilatérale significative est non seulement possible, mais aussi impérative. Le choix qui se présente à nous ne devrait pas être le résultat d'une évaluation partielle. D'un côté, nous pouvons soit laisser l'IA enraciner les inégalités et créer de nouveaux cauchemars sécuritaires, ou nous pouvons l'utiliser en tant qu'outil pour la paix, pour la sécurité et pour le développement de toutes les nations.
Dans le même contexte, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU a évoqué le conflit au Soudan. Ammar Benjama a réitéré au nom du groupe A3+, l'appel à une condamnation ferme et publique de toute ingérence extérieure dans le pays. Les détails, c'est avec Esmalaïd. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a réitéré hier à New York, au nom du groupe A3+, l'appel à une condamnation ferme et publique de toute ingérence extérieure au Soudan. Nous réitérons notre appel à une condamnation ferme et publique de toute ingérence étrangère au Soudan et appelons en outre au plein respect du régime de sanctions en vigueur et de l'embargo sur les armes par tous les États membres. Le diplomate algérien estimait qu'en dépit des efforts déployés par le Conseil de sécurité au cours de l'année 2024, le monde est encore témoin d'une détérioration continue de la situation sur le terrain. Cela était le cas particulièrement pendant l'année 2024, une année au cours de laquelle notre Conseil a déployé des efforts importants en vue de contribuer à la désescalade des tensions et rassembler les parties autour d'un accord de cessez-le-feu. Tout ceci a été en vain. En dépit de ces efforts constants, nous sommes encore témoins d'une détérioration continue de la situation sur le terrain. Les derniers rapports font état de combat à El Fasher, à Khartoum, à Al Jazeera et à Sennar. Ceci est effarant. Des centaines de civils innocents ont été tués. Par ailleurs, Ammar Benjama s'est félicité de l'annonce par le gouvernement du Soudan de son intention d'ouvrir des aéroports pour des vols humanitaires ainsi que de la mise sur pied d'un pont aérien dans les zones touchées, en plus de l'aide apportée par le Programme alimentaire mondial le 22 novembre dernier permettant de livrer des aides alimentaires au camp de déplacés de Zamzam. Nous nous félicitons de l'annonce par le gouvernement du Soudan de son intention d'ouvrir des aéroports à El Obeid, à Kadougli et à Damazine pour des vols humanitaires, ainsi que la mise sur pied de plaques tournantes humanitaires en ces mêmes lieux. Nous félicitons également de l'annonce par le Programme alimentaire mondial le 22 novembre dernier de l'acheminement d'aide qui devrait enfin atteindre le nord du Darfour et en particulier une livraison d'aide alimentaire au camp de déplacés de Zamzam. Enfin, l'ambassadeur Benjama a fait remarquer que ce conseil devait s'engager de manière positive et constructive sur la situation au Soudan afin d'appuyer les efforts de paix dans ce pays important et d'empêcher une propagation du conflit et un embrasement dans la région et sur le continent. Et alors que 26 millions de Soudanais sont en proie à une insécurité militaire sévère, les États-Unis ont annoncé une aide humanitaire supplémentaire de 200 millions de dollars pour le Soudan, ce qui porte l'engagement de Washington envers ce pays ravagé par la guerre à 2,3 milliards de dollars. On reste au Soudan où au moins 25 civils ont été tués et 47 autres ont été blessés lors de 2 attaques menées par les forces paramilitaires de soutien rapide à Al-Fasher, la capitale de l'État du Darfour du Nord. Les attaques avaient ciblé des camps de déplacés. Les autorités gabonaises ont procédé jeudi à la levée jusqu'à nouvel ordre du couvre-feu instauré depuis août 2023. Selon des médias locaux, le président de la transition veut offrir l'opportunité à l'ensemble de ses concitoyens de célébrer les fêtes de fin d'année dans la quiétude, la cohésion et la communion. La justice guinéenne a inculpé et placé sous mandat de dépôt le directeur général des douanes du pays et 10 autres responsables pour le détournement présumé de plus de 700 milliards de francs guinéens, soit près de 77 millions d'euros.
Les accusés sont poursuivis pour faux et usage de faux, corruption, détournement de deniers publics et enrichissement illicite et blanchissement de capitaux. Ils avaient par ailleurs été arrêtés puis placés en détention à la prison de Conakry début décembre. Dans le reste de l'actualité internationale, la Banque centrale de Russie a annoncé ce vendredi maintenir son taux directeur à 21% au plus haut depuis 2003, compte tenu de l'augmentation notable des taux d'intérêt pour les emprunteurs et du ralentissement de l'activité de crédit. Le resserrement des conditions monétaires a donc créé les conditions nécessaires à la reprise du processus de désinflation, et ce malgré la croissance élevée des prix courants. Aujourd'hui, nous avons décidé de maintenir le taux directeur à 21% par an. Des conditions monétaires strictes se sont formées dans l'économie, ce qui devrait garantir un ralentissement de l'inflation au cours des prochains trimestres. Aux États-Unis, la paralysie budgétaire est imminente après l'échec d'un nouveau texte. Il ne reste plus que quelques heures ce vendredi aux parlementaires américains pour trouver un accord entre démocrates et républicains afin d'éviter le fameux shutdown. Safwan Mansabri. Les États-Unis au bord de la paralysie après l'échec du vote du texte budgétaire jeudi soir. Il reste moins de 24 heures aux élus américains pour voter un nouveau texte avant l'heure fatidique vendredi à minuit. C'est le deuxième texte proposé qui échoue. Le premier avait été torpillé par le duo Elon Musk-Donald Trump. Mais le nouveau texte proposé par les républicains a attiré les foudres du camp démocrate. Le chef de file des démocrates, Hakeem Jeffries, a qualifié de risible la proposition du camp républicain. The Musk-Johnson proposal. La proposition Musk-Johnson n'est pas sérieuse, elle est risible. Les républicains MAGA extrêmes nous conduisent tout droit à une paralysie budgétaire. Le nouveau texte n'a même pas reçu la moitié des votes alors que les 2/3 sont nécessaires pour une adoption, y compris au sein des républicains. 38 membres du parti ont voté contre. Les États-Unis se retrouvent dans une situation précaire dont l'issue n'est pour l'heure pas certaine. Un shutdown serait catastrophique pour le pays. Une paralysie des services publics fédéraux entraînerait notamment le chômage technique pour des centaines de milliers de fonctionnaires, le gel de plusieurs aides sociales ou encore la fermeture de certaines crèches. La probabilité d'un shutdown a été largement accrue quand Donald Trump a exprimé son désaveu mercredi face à un projet de loi négocié par les républicains au Congrès avec les démocrates, mais jugé ridicule et extraordinairement onéreux par le président élu. Cyclone Chido à Mayotte, le président français Emmanuel Macron a rendu visite aux sinistrés de Tingoni, commune enclavée de l'ouest de Grande-Terre, l'île principale de l'archipel, où les secours, l'eau, l'électricité et la nourriture tardent à arriver. Le Covid, vous avez tout fait. Vous êtes endettés. Enfin, là, la France a une dette énorme pour le Covid. S'il vous plaît, ne laissez pas tomber. On est des Français aussi. Mais si je suis là on parmi est des vous êtres humains. aujourd'hui. Je sais, mais j'ai besoin de vous le dire et j'ai besoin que vous compreniez que c'est hyper difficile. Nous sommes des humains. Pensez à nous. Pensez à nous, Monsieur le Président. Je n'ai pas le mot à vous dire, mais déjà vous avez constaté. Tingoni est plus frappé que tous les autres villages. À Mayotte, Emmanuel Macron a tenu des propos qui ne passent pas auprès des populations arabes, noires et musulmanes et qui rappellent celles tenues par les politiques en France à leur égard. La question se pose à présent, simple colère ou dérive d'une 5e République coupable de racisme d'État? Élément de réponse avec Tinilan Makassia. Arrivé à l'Élysée, Emmanuel Macron se voyait déjà dans les annales historiques. Il se voyait peut-être même décrit dans les manuels scolaires comme le président qui aura réussi l'impossible. Sortir la 5e République d'un des tabous les plus marquants de son histoire, le racisme d'État. Mais il semble bien que le destin ou sa pensée politique le rattrape en plein vol. Parce que c'est ce que l'Europe et le monde attendent de nous. Macron, qui a transcendé les us et coutumes de la politique pour arriver à l'Élysée, se rend compte que président de la République, ce n'est pas seulement l'apparat et les cérémonies.
Et bien plus vite que prévu, Macron doit affronter les démons d'un régime en fin de vie. Mais son manque d'expérience en politique ne l'aide pas. Il faut le dire que depuis Chirac, les présidents français qui se succèdent à l'Élysée sont des administrateurs dans l'hystérie du verbe, balayés d'un revers de main des siècles de tradition politique et diplomatique. Le français nie-t-il pas la langue de la diplomatie? Cette idée fait bien partie d'un élément majeur du soft power français. Il semble bien que face à la population mahorais, Macron ait perdu son sang-froid et tenu des propos plus qu'inadaptés pour la fonction. Pour certains, la colère a fini par gagner Macron, dont les nerfs semblent ne pas tenir le coup face à la vitesse des événements internationaux. Mais si on observe de près, ce n'est pas la première fois que ce genre de discours est tenu en Hexagone sous la Ve République à l'égard des Noirs, des Arabes et des musulmans, des minorités qu'on voudrait parquer dans des camps, dans des cités et peut-être même nettoyer au Karcher, comme le proposait un certain Sarkozy, sans doute en raison de l'odeur dont se plaignait Chirac. Hormis le fait que cette configuration politique occidentale exige du président ou de l'homme politique de se tenir avec le peuple et de compatir avec lui dans sa douleur, Macron était d'abord motivé lors de cette visite par des soucis de sondage et d'image. S'est retrouvé au cœur d'une réelle question à laquelle la France devra répondre pour assainir ses relations avec le tiers-monde. Le racisme d'État, cet héritier pernicieux de l'empire colonial, qui conduit à des dérives très graves sous la Ve République, mais surtout qui cède la gestion sociale à une extrême droite menée par le FN, qui, elle, est motivée par un esprit de vengeance. On parle justement de ce dossier avec notre invité du 19h. Avec nous ce soir, Gamal Abina, analyste politique. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous. Bonsoir, merci pour votre invitation à nouveau. Alors Gamal Abina, on l'a vu, le président français n'a pas été très bien accueilli à Mayotte. Les habitants de l'archipel français sont en colère et les propos de Macron n'ont pas su calmer vraisemblablement les tensions. Ils ont bien au contraire suscité une vive polémique, n'est-ce pas ? Tout à fait, après un ouragan qu'on a pu constater qui était catastrophique, on n'a pas les chiffres des morts, il y a une estimation qui vont de 10 000 à 100 000 morts dans des bidonvilles. Il faut se rappeler qu'on est sur un département français, ça a été départementalisé récemment pour garantir la tenue de la France sur place, hein. Une grande base militaire aussi, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, il arrive avec un ouragan verbal extrêmement violent. Il parle de plusieurs choses. D'abord, il donne le sentiment avec une certaine condescendance que finalement, si la France n'était pas là, ce serait pire. Donc apparemment, la France est porteuse de solutions miracles, alors que ce n'est pas le cas. Puis surtout, lorsqu'il parle aux gens, il a une façon de parler. Alors, Macron n'est pas, il faut bien comprendre une chose, il n'est pas raciste. Il a un système qui est très racialisant, il a des réflexes racistes, comme malheureusement beaucoup de décideurs, mais c'est pas du tout son logiciel Macron. En revanche, il y a des conseillers autour de lui qui sont très racistes, et puis surtout, la Ve République s'inscrit pas dans un débat d'égalitarisme pseudo-racial. Elle s'inscrit simplement dans un débat de domination de l'État sur la population. C'est ce qui la fonde. Et donc, lorsqu'il va parler aux Mahorais, lorsqu'il va parler aux Comoriens, rappelons quand même qu'on est dans les Comores, hein, en dépit du fait qu'on leur a retiré en 1975 cette appartenance, eh bien, M. Macron dérape. Et il dérape en disant quoi? D'abord, il est assez grossier, hein, on a entendu le vocabulaire fleuri, mais surtout, il dit si nous on n'est pas là, vous n'êtes rien, quoi. Et à côté, c'est pire. Or, c'est extrêmement tendancieux de dire cela, d'abord parce que quand il y a une catastrophe naturelle, il n'y en a pas des mieux lotis, des moins bien lotis, puisque le monde entier se mobilise en général. On se souvient de Haïti, dans lequel Macron a eu aussi des propos extrêmement violents, puisqu'il les a traités de con, je le rappelle. Mm-hmm. C'est quand même un réflexe chez lui qui est assez particulier. Je pense que le costume qu'il porte est peut-être trouvant pour lui. D'ailleurs, je pense qu'il a retiré la veste pour cette raison. Il a du mal à gérer la relation internationale, il ne comprend pas les relations d'État à État, il ne comprend pas les relations de chef de l'État à sa population. On l'a vu avec le Covid et surtout avec les Gilets jaunes. Puis là, quand il va dans un territoire sinistré, qui marque une réalité, c'est un territoire abandonné. On a beau donner les RSA, de toute façon, il y a des bidonvilles en masse. On pensait que la France en avait fini avec cela, eh bien pas du tout. Dans un territoire qui est très utile à la France pour son étendue océanographique, son prestige territorial, mais qui est au niveau du niveau de pauvreté, un niveau abyssal, 90%. Exactement, c'est un territoire qui connaît des conditions socio-économiques très difficiles. À votre avis, l'État français a-t-il les moyens de répondre aux besoins des plus de 300 000 Mahorais? Moi, j'aime pas Mahorais parce que ça veut dire qu'il y a une population qui est autre que les Comoriens. Bien que la France ait été condamnée par l'ONU sur ce territoire qui est colonisé, c'est pas parce qu'ils ont fait un référendum où une des quatre îles a refusé soi-disant le rattachement aux Comores que ça fait de la France un territoire légitime.
Mais en répondant à votre question, il n'y a même pas d'hôpital. Ça a été promis par les autorités françaises il y a presque 10 ans maintenant. Il n'y a même pas un hôpital digne de ce nom dans ces territoires des 300 000 habitants qui y habitent et qui y habitent dans des conditions catastrophiques. Il n'y a pas de conditions de travail, il y a très peu de travail. C'est vraiment un territoire laissé à l'abandon, sous assistanat. Donc, une façon, quelque part, de réduire ces populations à des conditions d'indignité, puisque quand on a assisté, on a le sentiment qu'on ne sert à rien. Mais surtout, ils n'ont pas les moyens de le faire parce qu'il a déjà du mal à gérer la France. Pour relancer l'économie, pour industrialiser le pays, c'est difficile. Comment pourrait-il faire ça dans ces territoires annexes qu'on va appeler colonies ou néocolonies, que ce soit d'ailleurs les Antilles françaises ou l'océan Indien? En règle générale, on voit bien que la France n'est pas tellement présente pour le développement économique. On l'a vu en Kanaki récemment, où il y a des forêts. On l'a vu récemment aussi en Martinique. Il y a un problème de centralité du pouvoir en France, d'hypercentralité parisienne. On l'a vu avec la périphérie des Gilets jaunes, mais ils n'ont pas les moyens, évidemment, de répondre aux besoins de ces territoires qui sont quasiment laissés à l'abandon. Ça fait quand même, comme je dis, que 10%, il y a moins de 10% de la population de ce territoire de Mayotte qui a à peu près un niveau de vie raisonnable. Le reste, c'est vraiment des misérables. Et ça, c'est quelque chose que la France a refusé pendant très longtemps de voir, en dépit du fait qu'elle veut conserver le territoire depuis 50 ans. Emmanuel Macron a parlé d'une loi spéciale promise aux Mahorais. En quoi consiste cette loi, Gamal Abina? Vous savez, il y a un célèbre ministre de l'Intérieur français qui disait, je ne vais pas donner son nom parce que c'est un Corse, vous le connaissez, il disait les promesses n'engagent que ceux qui veulent les entendre, les écouter ou y croire. Effectivement, il promet toujours tout un tas de dispositifs législatifs qui sont assez fantaisistes, mais j'ai envie de dire que les lois existent déjà. Si on appliquait déjà les lois existantes, il y aurait déjà un traitement égalitaire pour tous, puisque la France se targue d'avoir sur les frontons de ses mairies liberté, on peut en discuter, égalité, peut-être pas du tout d'ailleurs, et fraternité. La fraternisation au niveau racial, on peut en parler. Mais il est certain que ce ne sont pas des lois qui font la différence. Ce sont des budgets votés par l'État, une injection massive de capitaux, et effectivement la création des conditions économiques qui permettraient aux gens de vivre dignement, de travailler. Et aujourd'hui, on en est au stade où on se rend compte qu'on estime, je vous dis, à peu près 100 000 morts, parce que comme c'est des bidonvilles, il est difficile de chiffrer cela, mais on se rend bien compte qu'on est dans un territoire qui est chargé de bidonvilles, avec une insécurité recrudescente, avec ce qu'on appelle donc, parce qu'il y a beaucoup de Comoriens qui retournent chez eux, puisqu'il y a des familles qui sont comoriennes, donc qui vont sur le territoire et qui sont considérés comme des clandestins, avec effectivement un territoire dont on a oublié qu'il était musulman quand même, c'est important, et avec effectivement des conditions de vie qui ne donnent pas des perspectives à cette population laissée à l'abandon. Donc quelle que soit la loi proposée, les conditions pour les appliquer ne sont pas réunies parce qu'il n'y a pas de financement, tout simplement. Quand on parle de conditions économiques, on parle d'argent, on ne parle pas de loi. Gamal Abina, Mayotte n'est pas le premier territoire d'outre-mer à s'insurger. On a vu dernièrement des mouvements de colère populaire en Guadeloupe, en Guyane, mais surtout une insurrection en Kanaki et Nouvelle-Calédonie. Pensez-vous que la France subit encore les lourdes conséquences de sa politique coloniale? Alors, quand vous dites Kanaki, Nouvelle-Calédonie, je vous remercie de dire Kanaki parce que c'est le vrai nom du territoire. La Nouvelle-Calédonie, c'est le nom traduit d'un territoire anglais qui était colonisé par les Anglais avant l'arrivée des Français de Napoléon. Vous avez raison, il y a un problème de post-colonialisme. C'est-à-dire qu'ils ont perdu l'essentiel de leur territoire, et Dieu merci, par la lutte algérienne en 1954, qui aboutit en 1962 à la libération de quasiment toute l'Afrique francophone, mais ils n'ont pas perdu ces îles. Et le problème des îles, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de faire face à une France puissante, puisque déjà, ça a été difficile pour Haïti de se débarrasser de Napoléon avec toute son ouverture qui a mis 30 000 soldats napoléoniens au tapis, mais tout de même, ça leur a coûté une dette qui a duré près de 100 ans. Donc c'est vrai que des petits territoires comme ça morcelés, qui ne sont pas viables économiquement tant qu'ils sont d'ailleurs indépendants, enfin, s'ils sont indépendants, eh bien, il est évident que la France ne sait pas gérer, il se fiche un peu de cette gestion territoriale, puisqu'il considère qu'elle est la plus forte, et ces territoires ne peuvent pas rompre. Vous parliez de la Guyane, qui est donc rattachée effectivement à l'Amérique du Sud, qui est un immense territoire extrêmement riche. Vous parlez de la Kanaki, dont le sous-sol est fertile de minerais importants. Eh bien, ces territoires sont exploités comme le faisait la colonisation en Afrique, mais ne bénéficient en rien d'un retour sur investissement dans ces territoires. C'est que la centralité du pouvoir est parisienne, la richesse revient à Paris, et ces territoires, elles, se voient sous le joug parisien, puisque de toute façon, ils ne peuvent même pas importer directement sur le territoire, c'est une importation de la France vers les îles. C'est vous dire à quel point il y a une dépendance. Et c'est vrai que comment imaginer que la France ne traite pas autrement que de façon post-coloniale, donc néocoloniale, les territoires qu'elle conserve. On a bien ce sentiment-là, puisque si ce n'était pas le cas, à Mayotte, il y aurait au moins un hôpital. Dans ce cas-là, qu'on va vers l'approfondissement de ces mouvements, voire vers la potentielle perte des départements français d'outre-mer? Vu les violences qu'on a observées en Kanaki, vu ce qui se passe en Guadeloupe, je tiens à rappeler qu'il y a eu un référendum qui avait été fait, Sainte-Lucie, Martinique et Guyane. On n'a pas inclus la Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'on connaissait le résultat du référendum. Donc ils n'ont pas pris de risque. Donc il y a toujours une gestion, encore une fois,
un petit peu hypocrite de ces territoires. Mais c'est vrai qu'on risque d'arriver vers la rupture, parce que plus les difficultés s'observent en France, plus ces territoires s'appauvrissent de fait, puisqu'il y a moins d'argent pour eux. Donc effectivement, il est probable qu'il y ait des violences qui se fassent jour. Il est probable qu'il y ait une demande d'indépendance ou au moins de détachement de la France, parce qu'elle ne gère pas ces territoires. Et il est probable qu'on en arrive à un discours de plus en plus indépendantiste, qu'on ne savait pas en Martinique, je le rappelle. La Martinique récemment s'est manifestée, alors que traditionnellement elle était plutôt favorable à la France. Maintenant, même le territoire qui était le plus, entre guillemets, docile, finalement commence à être en rupture parce que les jeunes ont pris conscience de leur passé post-colonial. Ils prennent conscience d'un traitement hyper centralisé de Paris et de territoires périphériques qui ne comptent finalement que pour être exploités ou pour le prestige de la France en termes de superficie océanographique, j'allais dire. Gamal Abina, en marge des propos chocs qu'a eu Emmanuel Macron à Mayotte, il a également, Emmanuel Macron est en ce moment éclaboussé par un scandale de racisme révélé par le quotidien Le Monde. L'Élysée a démenti les propos imputés au président. Néanmoins, la gauche est montée au créneau et allée jusqu'à demander la démission du président français. Bon, cette demande ridicule de démission, elle est permanente. Ça fait des années qu'on en parle. On n'est pas un système américain avec l'impeachment, on n'est pas là-dedans. Il ne sera jamais démissionnaire, il ne va pas démissionner, il aime trop le pouvoir. Ensuite, les propos qu'on lui prête de racisme, je ne suis pas certain que ce soit exact, c'est possible, tout est possible en termes de réflexe raciste ou de réflexion raciste, mais fondamentalement, je ne crois pas à son racisme. Il l'a démontré dans son premier quinquennat. En revanche, la gauche, effectivement, est fondée à réclamer ça, mais j'ai envie de dire que même dans la gauche, il y a eu des propos qui ont été assez tendancieux sur la question de la religion, donc quelque part du racisme. Mais l'idée qu'il démissionnerait ou qu'on le pousserait à la démission, ça c'est une lubie que j'entends depuis à peu près, depuis qu'il est arrivé quasiment Macron, depuis ces 2 premières années, ça se passait bien, mais après il y a une dégradation. Il n'a pas démissionné après les Gilets jaunes, il n'a pas démissionné après le Covid, il n'a pas démissionné après les mouvements sociaux, il n'a pas démissionné après la perte de son gouvernement ou de sa majorité parlementaire. Pourquoi le ferait-il aujourd'hui? Mais c'est peut-être le scandale de trop, Gamal Abina, non? Si on devait cumuler les scandales avec M. Macron, je pense qu'on n'aurait pas assez de 10 doigts pour les compter, parce que c'est impressionnant le nombre de l'affaire Benalla, par exemple, c'est quand même symptomatique. Je crois que c'est une des choses les plus ridicules auxquelles on était confrontés. Il a quand même répondu comme s'il était un petit caïd de l'école qui vient de me chercher à l'Élysée. Quand on a un homme qui a ce genre de posture-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risque qu'un scandale de trop ne l'éclabousse. En réalité, il est déjà bien lavé de ses éclaboussures, il n'a aucun problème pour lui. À chaque visite où Emmanuel Macron devrait apaiser, il fait le contraire. On l'a vu tout à l'heure, il a eu des propos très choquants en disant que sans la France, Mayotte ne serait rien, ou plutôt ça serait pire. Il a eu des mêmes propos en Haïti. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron multiplie ces bourdes? Comme vous l'avez dit, c'est des bourdes. C'est quelqu'un qui, je pense, ne gère pas du tout l'expression. C'est un homme qui vient du milieu d'affaires, des banques. Il est très bon en chiffres, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on voit le résultat. C'est un peu la banqueroute, mais bon, il sait compter la banqueroute. En revanche, pour ce qui concerne le rapport aux autres, rien que la diplomatie française, il l'a atomisée, il considère qu'elle ne servait à rien. On commence par le début. La diplomatie, c'est quand même l'expression et la science du langage vers l'extériorité, vers l'altérité. Donc ça, il ne maîtrise pas. Ensuite, quand il parle un peu comme on dirait, s'il était pilier de comptoir, ça passerait. À la bonne franquette en famille, ça passe. Mais devant des populations qui sont d'abord apeurées, qui sont sinistrées, qui se sentent abandonnées, utiliser des termes outranciers comme cela ne les rassure pas. Elles ont le sentiment qu'il y a, et c'est là où vous pouvez le souligner, une forme de condescendance. C'est-à-dire qu'ils les regardent de haut. Si on n'est pas là, vous n'êtes rien. Mais c'est une façon extrêmement violente de parler des gens. Parce que s'ils étaient, peut-être que la France n'était pas là, il serait mieux. On n'en a aucune idée. Ensuite, une catastrophe naturelle, je l'ai dit, quand elle touche par exemple les États-Unis, c'est la panique partout. Il n'y a personne qui dit qu'ils sont meilleurs que les autres. Donc cette façon de racialiser, quelque part, c'est une racialisation des débats. Nous, le Français européen blanc occidental, on est tellement bon et supérieur qu'on vous apporte le bonheur. Et ça, c'est extrêmement grave. Il ne peut pas dire cela, lui, en tant qu'ex-puissance coloniale, puisque le colonialisme allait de pair avec le racisme. Donc ces façons de parler, je pense qu'il ne les maîtrise pas, je pense qu'il n'y a pas d'intention derrière, mais tout de même, une maladresse violente. Et en même temps, Macron, quand il arrive dans un bain de foule aujourd'hui, c'est plus un bain c'est plus une houle qu'un bain de foule. Très bien, merci beaucoup Gamal Abina d'avoir répondu à nos questions, toujours un plaisir. Partagé. Après des mois de négociations, le gouvernement espagnol a présenté un accord avec les syndicats sur la réduction à 37,5 heures de la semaine de travail contre 40 aujourd'hui, mais sans le patronat et avec le risque de voir le Parlement rejeter cette réforme. Hoy, una vez más, escribimos
Le temps est venu de partager la productivité et de partager un peu plus en faveur des travailleurs de notre pays. Aujourd'hui encore, il y a une majorité des salariés espagnols qui ont des journées de travail supérieures à 37 heures et c'est pourquoi la réduction de la journée de travail touchera directement 12 millions de personnes dans notre pays. Réduire la jornada laboral affectera de manera directa a 12. Depuis 10 ans, des camions aménagés en cabinet médical dispensent gratuitement des soins aux habitants des îles et régions reculées de Grèce. Financés par la fondation Stavros Niarchos, ces poids lourds médicaux comblent en partie les manques de l'État. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'équipement médical. Il y a donc un sentiment d'insécurité. Chaque fois que des unités médicales mobiles arrivent, cela nous remplit de joie, car elles effectuent des examens préventifs très importants, qui sauvent des vies. Si elles découvrent un problème chez un patient, celui-ci peut être envoyé à Athènes pour être soigné. Il est important que nous recevions la visite de médecins comme ceux de la Fondation Stavros Niarchos. 2 ou 3 autres organisations nous rendent également visite. Des cas médicaux importants ont été identifiés par ces organisations. Ces personnes ont eu la possibilité de se rendre à Athènes pour se faire soigner. La police était déployée ce vendredi devant une école primaire à Zagreb, en Croatie, où un élève de 7 ans a été tué et plusieurs autres blessés par un assaillant armé d'un couteau. L'assaillant a été mis sous contrôle des forces de l'ordre. La marine sri-lankaise a déclaré ce vendredi avoir secouru et ramené sains et saufs sur le rivage 102 réfugiés Rohingyas de Birmanie, dont 25 enfants à la dérive sur un chalutier. Le groupe a été acheminé au port de Trincomalee dans l'est du pays. Le gouvernement malaisien a approuvé ce vendredi le lancement de nouvelles recherches pour retrouver l'appareil du vol MH370 de la Malaysia Airlines qui a mystérieusement disparu il y a 10 ans. Le Boeing 777 de la Malaysia avait à son bord 239 personnes, dont 153 Chinois, alors qu'il devait relier Kuala Lumpur à Pékin. Le 13 décembre 2024, c'est-à-dire vendredi dernier, le cabinet a donné son accord de principe pour accepter la proposition d'Ocean Infinity United Kingdom de procéder à des opérations de recherche dans les fonds marins afin de localiser l'épave du vol MH370 dans une zone estimée à 15 000 km² dans le sud de l'océan Indien. Cette opération sera basée sur le principe « pas de découverte, pas de rémunération ». En vertu de ce principe, le gouvernement malaisien ne serait pas tenu de verser des honoraires à Ocean Infinity si l'épave de l'avion n'était pas découverte. La nouvelle zone de recherche proposée par Ocean Infinity est basée sur les dernières informations et analyses des données effectuées par des experts et des chercheurs. Le ministère des Transports négocie actuellement les termes et les conditions de l'accord avec Ocean Infinity qui devrait être finalisé au début de l'année 2025. Ces décisions reflètent l'engagement du gouvernement malaisien à poursuivre les opérations de recherche et à permettre aux familles des passagers du vol MH370 de faire le deuil. La France et l'Indonésie ont discuté ce vendredi d'un rapatriement de Serge Atlaoui. Ce Français de 61 ans, condamné à la peine capitale en Indonésie en 2007 pour trafic de drogue, vit depuis dans le couloir de la mort. Nous avons également discuté brièvement d'une demande émanante d'un détenu français condamné à mort en Indonésie. Quel est son nom? Serge Atlaoui. C'est exact. Nous avons fait savoir au gouvernement français qu'il avait été condamné à mort par la Cour suprême de la République d'Indonésie pour une affaire liée aux psychotropes. Sa maladie est très grave et c'est pourquoi il a personnellement fait appel au gouvernement français par l'intermédiaire de l'Indonésie, demandant à purger sa peine en France. Toutefois, il ne s'agit pas encore d'une demande officielle soumise par le gouvernement français. C'est lui qui en a pris l'initiative. Je pense que le ministre a décrit la situation avec précision. Nous travaillons avec le gouvernement indonésien sur la situation de Serge Atlaoui. Nous y travaillons.
Je ne peux pas aller plus loin pour le moment. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Le général américain Xavier T. Brunson a officiellement pris la tête du commandement des Nations Unies, du commandement des forces combinées des forces américaines en Corée du Sud, lors d'une cérémonie de passation sur la base militaire américaine de Camp Humphreys. Sound off, a call to arms and a prelude to ceremonial, but also as a display of the discipline. La Corée du Nord, la Chine et la Russie représentent des menaces complexes pour notre sécurité. Et grâce à notre coopération trilatérale historique entre les États-Unis, la République de Corée et le Japon, nous continuerons à faire progresser la paix, la dissuasion et la stabilité dans la région. Je m'engage à maintenir l'orientation stratégique. Ce fut un grand honneur de servir à vos côtés, aux 28 500 militaires et aux 15 000 membres de leur famille, éducateurs, contractuels et personnels de soutien. Je vous remercie et vous salue. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche.